Bienvenue à vous tous chez Père Tounlar. Aujourd'hui, je vais vous donner votre dose de connaissances qui va vous permettre de rejoindre l'élite. Et je pèse mes mots. L'élite des personnes qui, en soirée, sont capables de tellement captiver les gens qui les entourent avec leurs anecdotes qu'ils sont vénérés tels des demi-dieux. Et c'est ce qui va vous arriver. Certifié, c'est signé. Mes chers amis, vous allez ressortir de cette vidéo avec un savoir ancestral que vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, on va parler de multiples histoires dont vous n'avez pas idée. Un florilège d'anecdotes tellement incroyables que même les plus cultivés d'entre vous n'en ont pas connaissance. Plongeons donc ensemble dans le monde incroyable des micro-anecdotes. Et croyez-moi, vous ne ressortirez pas de cette vidéo sans séquelles positives, évidemment. On va débuter en beauté avec ce qu'on peut appeler littéralement la bourde du siècle. Non, parce que en fait, quand tu fais perdre à peu près l'équivalent du PIB d'un pays à ton employeur, on peut appeler ça une bourde. Un jour, un ouvrier qui travaillait sur son chantier voulait quitter son travail plus tôt. Il a donc intentionnellement déclenché un incendie causant 700 millions de dollars sur le sous-marin USS Miami. Oui, 700 millions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le sous-marin, à ce moment-là, il était en révision complète. Et ce gars-là, il travaillait dessus. Cet homme, il s'appelle Casey Jr. Il était peintre et sableur. Un beau jour, il en avait marre de taffer et a décidé d'allumer un petit incendie. En fait, il voulait déclencher l'alarme à bord du sous-marin et donc quitter le travail plus tôt. C'est vrai que c'est une excellente idée d'allumer un feu dans un sous-marin militaire à propulsion nucléaire. Je pense que le mec a pas réfléchi. Et tout ça, évidemment, pour quitter le travail plus tôt. Bon, manque de bol, le feu s'est propagé, causant 700 millions de dollars de dégâts. Évidemment, après l'enquête, on découvre rapidement que ce jeune peintre est la cause de cet incendie. Et il va même avouer les faits. En 2013, il écopera de 17 ans de prison et d'une toute petite amende de 400 millions de dollars. Une prune de 400 millions. Bon, là, on peut dire pour lui que c'est clairement pas le pingouin le plus glissant de la banquise. Ou même la chips la plus aiguisée du placard. Attendez, c'est pas ça... Enfin... Je sais pas si vous savez, mais les personnes aux yeux bleus ont un taux d'alcoolisme plus élevé que les personnes aux yeux marrons, du moins aux yeux foncés. Et oui, mes chers confrères aux yeux azules, d'après le Journal of the Missouri State Medical Association since 1904, des études ont trouvé une association statistiquement significative entre la couleur des yeux bleus et la dépendance à l'alcool chez les Américains d'ascendance européenne. La probabilité qu'une personne aux yeux bleus soit dépendante de l'alcool est 1,8 fois plus élevée qu'un Américain d'origine européenne aux yeux bruns. En fait, la couleur des yeux bleus, elle est liée à l'expression de plusieurs gènes, notamment le OCA2 sur le chromosome 15. Et il se trouve que très proche de ce gène, se trouve un autre gène portant une mutation chez les personnes aux yeux bleus d'origine européenne qui permet d'avoir une tolérance plus élevée à l'alcool. Donc en gros, si vous êtes un Européen avec les yeux bleus, la science a prouvé que normalement vous tolérez mieux l'alcool. Évidemment, c'est un poison, on évite. En gros, le gène OCA2 qui fait les yeux bleus en partie a un lien étroit avec celui tout proche qui a muté et qui gère l'acide aminobutyrique, ou le GABA pour les intimes, et qui est fortement impliqué dans la tolérance à la tease. Évidemment, la génétique, elle explique pas tout, étant à moitié breton, je peux vous confirmer que des amis pur beurre breton de taille modeste et aux yeux bruns ont une résistance bien plus accrue que moi à l'hydromel. Tout ça pour dire que l'environnement, il joue un rôle peut-être même plus important que la génétique dans le fait de consommer beaucoup d'alcool. Et oui, la génétique, elle explique pas tout. Pas forcément, Jamy. Il y en a qui ont essayé de tout justifier par la génétique. Ça a mal fini, je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais bon. Figurez-vous que les cachalots utilisent des babysitters. Alors déjà, ça commence mal. Les jeunes cachalots ne peuvent pas plonger aussi profondément que leur mère. Donc lorsque la mère a besoin de se nourrir dans les profondeurs, les jeunes sont protégés en nageant avec d'autres baleines adultes. Donc quand vous voyez des raclures de bidets harponner, pêcher ces pauvres cétacés pour en faire des soupes ou des brochettes yakitori, que sais-je, dites-vous que c'est possiblement la nounou d'un bébé baleineau qui est en train de se faire souper. En fait, on appelle ça l'alloparentalité et ce n'est pas que les humains qui le font. C'est-à-dire faire garder son mioche. Le singe de Vervet fait également ça, mais ça reste relativement rare chez les animaux. C'est encore plus rare de voir de l'allo-nursing, c'est-à-dire qu'une femme nourrisse un bébé qui n'est pas le sien. D'ailleurs, chez les humains, ça se faisait de manière concrète à l'époque. Pourquoi on appelle une nourrice quelqu'un qui garde l'enfant de quelqu'un d'autre? Eh bien parce qu'avant, ces dames nourrissaient au sein l'enfant d'autres gens. Et en fait, le simple fait de faire la tétée, ça déclenchait la lactation. Donc en fait, elle produisait du lait en continu, elle nourrissait le bébé des enfants qu'elle gardait, qui n'étaient pas les siens. D'où le nom nourrice.
nourrir. Bon, aujourd'hui, ce truc-là se fait plus vraiment, du moins en Europe, mais une nourrice nourrit encore aujourd'hui au biberon un enfant qui n'est pas le sien, évidemment. Donc finalement, on pratique encore l'allo-nursing, ce qui est extrêmement rare chez les animaux, hein. Il y en a quasiment pas. Et visiblement, les lions de mer font ça également, ou les chiens indiens en liberté. Il y a zéro vanne. C'est un vrai délire, les chiens là-bas en Inde. Ils ont développé comme ça des techniques. C'est pas tant lié à la génétique, là, c'est lié beaucoup à l'environnement. Du coup, ça se fait tourner les mamelles sans trop de problèmes pour nourrir un bébé kleps qui n'est pas le sien. Bref, vous avez compris le délire. Figurez-vous que 70% des personnes dans le monde n'utilisent pas de papier toilette. Cette anecdote commence mal également. Donc si jamais vous en utilisez, dites-vous que vous êtes des personnes plutôt rares. Vous faites partie de la tranche des 30% qui fait abattre des chênes centenaires pour garder un cif plus ou moins reluisant. Évidemment, j'extrapole. Blague à part, faut savoir que le papier qui est utilisé pour faire le papier toilette provient de papier recyclé, du moins de matière recyclée. Je me suis toujours posé une question, qui est l'entrepreneur qui fait pousser des forêts exprès pour faire du PQ? C'est-à-dire que t'achètes des lopins de terre, tu fais pousser des arbres, et tu sais que ça va être du PQ, quoi. C'est incroyable quand même comme métier. À noter que toutes les secondes, c'est 3,2 arbres qui sont abattus dans le monde pour fabriquer du PQ. Et ça, les amis, c'est pas tolérable. Imaginez si on prend le truc dans le sens inverse. C'est un peu comme si les machines nous utilisaient comme par exemple une pile d'énergie comme dans Matrix. Ou alors que les arbres nous élevaient dans des enclos pour ensuite s'essuyer avec nous après nous avoir broyés. C'est un peu étrange. Et bah c'est exactement ce qu'on fait. Voilà. En fait, la meilleure alternative serait d'utiliser l'eau de pluie. Non, parce que caguer dans l'eau potable, c'est aussi un autre débat, mais bref. T'imagines, tu vas aux toilettes, tu fais ce que t'as à faire dans de l'eau qui peut se boire normalement, et ensuite tu utilises un être vivant pour te nettoyer. Si ça, c'est pas le summum du non-respect, je sais pas ce que c'est. Et après, tu pars te faire un steak de babysitter de cachalot, hein, voilà. La boucle est bouclée. Très bien. Enfin, très bien, je sais pas, très bien, mais... Suivant. Après ce que je vais vous raconter là, vous allez tous vous mettre à la plongée sous-marine 100%. Sauf si vous avez vu ma dernière vidéo, hein. La miniature s'affiche ici, je vous conseille d'aller la voir. En Jordanie, il existe un musée militaire sous-marin qu'on peut visiter. 21 machines de guerre ont été coulées sur un récif corallien, du moins à côté. Bon, en termes d'écologie, je sais pas trop ce que ça vaut, j'espère qu'ils ont au moins enlevé les huiles moteurs. En fait, les chars sont positionnés comme en formation de combat, mais sous l'eau. Évidemment, je rigolais, tout a été pensé pour ne pas détruire la vie sous-marine. Vous pourrez observer à une vingtaine de mètres de profondeur, une ambulance militaire, une grue militaire, des chars anti-aériens, des canons et même des hélicoptères. Et bah ça, écoutez, je note. Alors je sais pas si on peut aller en Jordanie de manière assez safe, je sais pas trop comment c'est là-bas, mais ça donne envie. Alors ce truc que je vais vous dire est complètement fou. Si jamais vous avez des grains de beauté que vous faites surveiller par un dermatologue, écoutez bien, c'est fait pour vous. Les scientifiques appliquent des techniques astronomiques pour identifier les grains de beauté susceptibles de se transformer en mélanome, c'est-à-dire en cancer de la peau. Les astronomes prennent régulièrement des images du ciel, produisant des logiciels pour cartographier les cibles définies au fil du temps. Cette technologie est maintenant adaptée pour surveiller l'évolution des grains de beauté chez les patients à haut risque. Et en fait, ce projet, il s'appelle le projet Molgazer. Il permet donc d'adapter une technique d'analyse des étoiles à l'analyse des grains de beauté potentiellement dangereux. Et du coup, cette anecdote, elle met en PLS tous ceux qui disent que ça sert à rien l'espace, tout ça. Vous voyez là, ça permet littéralement de sauver des vies. Donc tous ceux qui avaient des grains de beauté un peu dangereux et qui disaient que la science de l'espace ne servait à rien, je suis désolé pour vous, mais ça va peut-être vous sauver. Distributeur de PLS interstellaire. On est en plein dedans. Là, on est sur un truc avec une combinaison de jeunes petits génies qui ont inventé quelque chose d'extraordinaire et peut-être de petits blagueurs, mais ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous avez deux types qui s'appellent Michael Biggie et Alexander Pine, qui sont des scientifiques, qui ont inventé une technique qui se nomme spectroscopie d'induction nucléaire assistée par protons. Sachant que les gars étaient étudiants quand ils ont inventé ce truc, qui est un système de résonance magnétique, on va pas rentrer dans les détails, c'est un gros truc de scientifique, bref. Sauf qu'en fait, au-delà de cette invention révolutionnaire alors qu'ils n'étaient qu'étudiants, eh bien, cette invention s'appelle littéralement comme ça. J'affiche le nom. Oui, parce qu'en fait, leur système, il s'appelle en anglais Proton Enhanced Nuclear Introduction Proton Enhanced Nuclear Induction Spectroscopy. Et en fait, vous prenez les premières lettres de ce truc-là et ça donne BENIS, voilà. Faut savoir que t'as deux génies qui ont trouvé un truc révolutionnaire et vu que c'était des étudiants un petit peu... ils ont décidé d'appeler ça comme ça, voilà. Et le truc, c'est que maintenant, ce nom, il est acté. C'est-à-dire que si cette technique est utilisée, on doit la nommer dans les publications. La technique... En fait, il y en a qui ont même essayé de changer le nom parce que ça faisait pas très sérieux et ils ont voulu l'appeler la technique cross-polarisation ou CP, ça fait un petit peu mieux que l'autre. En même temps, dans ta thèse de doctorant, si tu utilises cette technique de résonance magnétique et que tu dois marquer j'ai utilisé la technique, ça fait moyen devant tes pairs. C'est un petit peu quand la blague elle va trop loin là.
incroyable. Je crois que c'est plutôt d'actualité ce terme que je viens de découvrir. Je pense que vous ne le connaissez pas non plus. La pornocratie est un gouvernement dirigé par des stitués, je peux pas trop dire le mot, ou par des fonctionnaires corrompus qui métaphoriquement se prostituent pour le pouvoir. Et donc ce terme est validé totalement par la street et la langue française. Écoutez, moi je connaissais pas du tout et je trouve ça plutôt réaliste. À utiliser avec modération évidemment, mais sachez que ce mot existe, il s'affiche ici, il peut être utilisé. On a retrouvé en 2010 un bateau sous les anciennes tours jumelles de New York. Oui, littéralement un bateau, je ne savais pas. En juillet 2010, les archéologues surveillaient les fouilles sur le site des tours jumelles effondrées. Ils ont découvert les restes d'une partie de la coque d'un navire. Comme la date de construction et l'origine des bois étaient inconnues, des échantillons de différentes parties du navire ont été prélevés pour leur datation. Ce navire enterré sous près de 7 mètres de terre a visiblement été construit au même moment que la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et en fait, ils ont comparé les motifs sur le bois, vous savez, les anneaux. Les chercheurs ont découvert que le navire avait été construit dans un chantier naval de Philadelphie vers 1773. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un petit peu comme le sarcophage qui a été découvert dans la cathédrale de Notre-Dame. Des grands bâtiments comme ça qui sont détruits et finalement on fouille et on trouve des choses incroyables. Alors je sais pas si vous connaissez le coup de poing de la mort de Kill Bill, mais visiblement, c'est possible. Et en fait, ce coup de poing, il s'appelle commotios cordis. Vous savez, on met un coup et le cœur, il s'arrête net. Et bah ça existe. C'est une perturbation rare du rythme cardiaque qui survient à la suite d'un coup porté à la zone située directement au-dessus du cœur, à un instant critique du cycle d'un battement de cœur. Il est mortel dans 97% des cas s'il n'est pas traité dans les 3 minutes. Cette augmentation soudaine de la pression intracavitaire entraîne une perturbation de l'activité électrique cardiaque normale, suivi instantanément d'une fibrillation ventriculaire, d'une désorganisation complète de la fonction de pompage du cœur et d'un arrêt cardiaque. La commotio cordis ne peut se produire que lors d'un impact dans une fenêtre étroite d'environ 40 millisecondes dans le cycle électrique cardiaque, ce qui explique pourquoi elle est extrêmement rare. Mais elle peut arriver, notamment en faisant du sport ou en vous battant. Il n'y a que 10 à 20 cas par an aux États-Unis. Ces cas surviennent principalement chez les garçons et les jeunes hommes, généralement lors de la pratique d'un sport. Cela se produit le plus souvent au baseball, lorsque la balle dure frappe une poitrine non protégée. Encore une fois, ce truc-là, c'est un truc de fou. Vous avez tous déjà entendu peut-être des histoires de baston qui finissaient mal avec seulement un pauvre coup de poing. Eh bien, ça fait partie des causes. C'est-à-dire que si vous tapez au mauvais endroit, au mauvais moment, le cœur peut s'arrêter littéralement. Et il n'y a pas besoin de taper fort. Donc avant de vous bastonner pour rien, pensez à cette anecdote et dites-vous que ça peut mal finir rapidement. On reste diplomate. Sauf si l'autre en face, il a un pompin. Bon là, voilà. Alors celle-là, vous n'êtes pas prêt. L'animal le paresseux va aux toilettes pour la grosse commission qu'une seule fois par semaine. Et quand il y va, alors déjà ça dure une plombe, mais le pire dans tout ça, c'est ce qu'il sort fait environ un tiers de son poids corporel total. C'est horrible. Pour vous donner une petite idée, moi je fais 95 kilos. C'est-à-dire que si on transpose de manière extrêmement scientifique la digestion d'un paresseux sur moi, c'est comme si j'allais aux toilettes une fois par semaine, mais qu'à chaque fois je déposais un cadeau d'environ 31 kilos. Oui, ça fait mal. Autant vous dire que les plombiers autour de moi, ils seraient pas en vacances. Mamma mia! Moi, ce que j'imagine, c'est surtout la satisfaction du paresseux après avoir littéralement accouché. Non, parce que quand tu lâches un truc qui fait un tiers de ton poids, c'est plus aller aux toilettes, c'est un accouchement. Et encore, je suis gentil. Admettons une femme de 1m75 pesant 68 kilos, c'est comme si elle lâchait un truc de 22 kilos dans le fond de la cuvette. Y a aucun bébé qui fait 22 kilos. Ou alors c'est qu'il y a un petit problème, mais bref. Donc en fait, c'est pire qu'un accouchement d'aller aux chiottes pour un paresseux, faut le noter. Et je vous dis pas le nombre d'arbres pour s'essuyer après. Je clôture cette anecdote parce que je pourrais en parler 3 jours, c'est passionnant. Figurez-vous qu'il y a un mec qui a vécu dans un centre commercial pendant 4 ans. Oui, c'est possible. Tous les mecs qui font des défis 24 heures là en PLS, le mec est resté 4 ans. Faites une vidéo de 4 ans. En 2003, il y a un artiste qui s'est construit discrètement un appartement de 70 mètres carrés dans un espace vide d'un centre commercial au niveau des parkings. Il a construit un mur de parpaing pour cacher l'appartement. L'idée était en quelque sorte d'espionner le centre commercial et de documenter la vie du centre commercial. Une sorte de délire artistique un petit peu. Et puis aussi de vivre gratuitement, parce qu'il payait rien. Il n'y avait ni eau courante, ni toilette, et il devait sortir pour utiliser les commodités directement disponibles dans le centre commercial. Il prévoyait par la suite de construire une cuisine, d'installer du parquet et d'ajouter une deuxième chambre. Le mec voulait littéralement vivre ici avec sa famille. Ce petit manège, il a duré de 2003 à 2007, et en 2007, il se fait griller et arrêter. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le centre commercial avait dessiné une ligne rouge sur le sol qui indiquait l'interdiction formelle à cette personne de dépasser cette ligne rouge et donc de rentrer dans le centre commercial. En gros, il s'est fait virer à vie du centre commercial. Bon, en même temps, tu squattes pendant 4 ans à un endroit alors que t'as pas le droit, on peut comprendre. Alors là,
on va parler gros sous. Gros sous. Les acteurs de Friends ont chacun gagné 1 million de dollars par épisode au cours des 2 dernières saisons et gagnent désormais 20 millions de dollars par an et par acteur pour les rediffusions. L'émission génère toujours 1 milliard de dollars par an pour Warner Bros. Je peux vous dire que celui à l'époque qui a refusé le rôle qu'on lui avait proposé pour jouer dans Friends, aujourd'hui il doit manger ses chaussures, je vous l'ai dit. Friends c'est presque un meilleur investissement que le Bitcoin en 2008. Je vous propose à présent de cliquer ici, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo détente et découverte. Moi j'adore ça, j'adore vous partager tout ça. Je vous dis à très vite comme d'habitude, je vous embrasse fort, merci à tous, à très bientôt, au revoir.